Yes. T'avais prévu ça ou pas? J'avais pas prévu du tout. Moi, à la base, je voulais faire une petite vidéo tranquille, ok. Avec un petit segment où on trouve 2-3 photos de Tati Micheline à la plage. On va se mettre dans la peau d'un cybercriminel. Notre objectif, acheter des appareils d'occasion et essayer de trouver des infos croustillantes dedans. C'est notre business, donc on va dire qu'on aura réussi seulement à partir du moment où on trouvera quelque chose de valeur. Des données personnelles à vendre, des mots de passe, des documents privés, etc. Ceci est une fiction, je ne suis pas vraiment un cybercriminel. Tout ce qui est fait dans cette vidéo est bien entendu à but éducatif. Let's go! Tada! J'ai fait mes emplettes, j'ai acheté de tout, MacBook d'occasion, OnePlus d'occasion et même un PC reconditionné. À la différence des autres, il a été remis à neuf par un professionnel. Donc j'ose espérer qu'ils ont fait ça correctement, qu'on va pas trouver des trucs privés. Ça, ce serait vraiment grave de ouf. On va commencer avec le plus simple, le vieux MacBook. Pour les ordis, on a plusieurs façons de procéder. Pour pouvoir analyser un disque, il faut un PC ou du matériel spécialisé qu'on n'a pas. On pourrait se dire intuitivement qu'on n'a qu'à démarrer l'ordi, qui a probablement été réinitialisé. On arrive sur le système d'exploitation, le disque dur sera alors lisible, on installe notre petit logiciel et on le lance direct. Sauf qu'en fait, faire ça, c'est méga con. Parce que pendant le démarrage de l'OS ou l'installation du logiciel, on va altérer les disques. Il va y avoir des écritures effectuées dans la mémoire. Et nous, on veut éviter ça au maximum. Il faut au maximum ne rien toucher. Du coup, il nous reste deux méthodes. Démarrer sur une clé USB sur un autre système, avec un Linux dessus par exemple, ou sortir physiquement le disque et le brancher sur un autre PC. Et justement, il y a plein d'ordi ici, donc on va faire ça. Je démonte tout ça et on va lancer des scans. Alors, je vais être parfaitement honnête, j'ai essayé pas mal de logiciels et pour l'instant, je n'obtiens absolument rien. Je dois m'y prendre mal quelque part. Le souci, c'est que je regarde un petit peu partout sur les forums et personne n'a l'air de vraiment savoir quels outils fonctionnent bien, lesquels sont mieux, etc. C'est assez compliqué en fait de vérifier les promesses marketing des éditeurs et les débats sur Reddit sont pas vraiment très instructifs parce qu'il y a vraiment un flou artistique sur la façon dont fonctionnent ces logiciels. La plupart des gens ne savent pas vraiment en fait. À part que ça scanne ton disque dur pour récupérer des fichiers supprimés, ils sont rarement très explicites. En même temps, je peux comprendre parce qu'ils ont tout intérêt à capitaliser sur le fait que au moment où t'es méga stressé d'avoir tout perdu, on va te rassurer avec des formules magiques qui font pas peur. Sauf que moi je sens bien que là je suis un peu face à un mur et qu'il faut que je comprenne mieux ce qui se passe vraiment, sinon je vais jamais réussir mon défi. En cherchant un peu plus, je suis tombé sur un nom, PhotoRec. C'est un outil développé par un gars au début des années 2000 je crois, qui en avait marre d'essayer de retrouver des photos supprimées d'une carte SD avec un éditeur hexadécimal. Du coup il a fait un outil pour le faire de façon automatisée. Mais on n'a pas tous les mêmes problèmes effectivement. Ce qui est cool, c'est que son projet est parfaitement open source et qu'il a l'air vachement réputé. Je me suis aperçu qu'il était même utilisé par Autopsy, qui est un outil pour les forces de l'ordre, pour qu'ils puissent chercher des indices dans les appareils. Je découvre qu'en plus de nous offrir son outil, il nous raconte dans les moindres détails comment ça marche. Bingo. Un disque dur, une carte SD, une clé USB sont des espaces de stockage. Ils ont tous quelque chose en commun. Ils peuvent stocker une suite d'octets. En informatique, on aime bien représenter un octet de 8 bits en hexadécimal, avec des chiffres de 0 à F. C'est vachement plus concis. Donc pour la suite, on va faire ça. Si on veut stocker des fichiers sur notre disque, on pourrait simplement les écrire les uns à la suite des autres, avec peut-être un délimiteur pour savoir quand est-ce qu'on passe d'un fichier à un autre. Ça pourrait fonctionner, mais ça pose un problème. Pour lister les fichiers qu'on a sur le disque, il faudrait lire chacun des octets, du premier jusqu'au dernier. Non, ce qui serait mieux, c'est de réserver un endroit au début du disque où il n'y aurait pas de fichier, mais un répertoire. Pour chaque fichier, on pourrait y écrire l'emplacement du premier octet et sa taille par exemple. Et voilà, hyper simple d'avoir la liste des fichiers maintenant, en lisant le début. Je vous l'accorde, ils ont des identifiants assez ignobles pour l'instant nos fichiers. Peut-être qu'on pourrait leur donner un vrai nom, une extension même, qui pourrait indiquer le type de données qu'il contient. Des infos bonus comme la date de création, la date de la dernière modification, etc. etc. Toutes ces métadonnées, on n'aurait qu'à les mettre sur la même ligne dans notre répertoire. Les lignes de ce répertoire au début s'appellent couramment des inodes. Et mine de rien, on vient de tracer le contour de ce qu'on appelle un système de fichiers. Vous en connaissez sûrement déjà. NTFS, Windows NT File System, FAT, le File Allocation Table, ou HFS pour Mac. Fondamentalement, leur fonctionnement ressemble pas mal à ça, sauf qu'ils ont bien sûr des fonctionnalités plus avancées, comme la gestion de dossiers, de permissions, de noms de fichiers plus longs, la tenue d'un journal avec un historique des transactions, comme HFS journalisé, etc. Maintenant, petite question pour vous. Comment on supprime un fichier avec notre système? Réponse 1, on écrit à chaque octet qu'il utilisait un 0 ou une valeur aléatoire. Ou alors réponse 2, on supprime juste la ligne dans notre répertoire, en laissant les données là où elles sont. Ou encore D, la réponse D.
Bah en fait, à part si vous voulez attendre 10 ans à chaque fois que vous effectuez une suppression, c'est la 2 bien sûr. Mais du coup, ça veut dire que le fichier n'est pas vraiment effacé. Les données n'ont absolument pas bougé. Juste, on a perdu les métadonnées. Alors le nom, où sont les données. Ce qui veut dire que si par mégarde vous avez supprimé un fichier très important, genre la liste de vos youtubeurs préférés, tout n'est peut-être pas perdu. La première chose à faire, très important, c'est d'éteindre sa machine ou de débrancher son disque dur. En effet, les données sont a priori toujours là, mais pour le système d'exploitation, c'est maintenant un espace disponible. Donc s'il y a création ou redimensionnement de fichiers, il y a un risque qu'elle soit réécrite. Ensuite, il va y avoir deux possibilités, le file undelete ou le data carving. Je vous ai dit que lors d'une suppression, le système supprimait la ligne du répertoire. En fait, c'est un petit peu plus compliqué. Suivant les systèmes de fichiers, il reste toujours des traces. En analysant les inodes, on peut récupérer de précieuses informations. Le nom, l'emplacement du premier bloc, etc. Mais bon, parfois, cette technique est impossible ou trop compliquée. Il reste encore un espoir, une autre méthode, le file carving. Et c'est ce que nous, on va utiliser. Mon souci actuellement, c'est que sur mes disques durs, j'ai une masse informe de données. Il y a probablement plein de documents très intéressants à l'intérieur. Mais je sais pas où est-ce qu'ils commencent et où est-ce qu'ils finissent. Il va falloir essayer de les retrouver sans répertoire. C'est un peu comme une chasse au trésor. On navigue à l'aveugle. Du coup, on va scanner le truc bloc par bloc. Et le but du jeu, c'est de trouver ce qui ressemble à un début de fichier. Il y a malheureusement pas un code magique qui marche à tous les coups. Ce serait trop simple. Mais quand même, il y a pas mal de fichiers qui ont un début reconnaissable. Dans ce contexte, on appelle ça une signature. Par exemple, une image JPEG peut commencer par FFD8, FFE0 ou E1 ou FE. Si on croise ça au début d'un bloc, a priori, on est tombé sur un JPEG. Maintenant qu'on a le début, il faut trouver la fin. Et pour ça, il y a plusieurs méthodes. Par exemple, si on voit le début d'un nouveau fichier, ou parfois la taille est renseignée au début, dans l'entête. Sinon, certains fichiers comme le MP3 sont des flux de données. Donc ils sont constitués d'une suite de tronçons qui ont chacun un en-tête. Donc à partir du moment où on tombe sur un tronçon qui n'est plus valide, on se dit bah c'est pas un bout d'MP3 ça. Bah c'est probablement qu'on a atteint la fin. Il y a aussi plein de petites vérifications pour éviter les faux positifs. Mais en gros, c'est ça. Je dois avouer quelque chose, je vous ai menti. How dare you? J'ai fait une petite simplification tout à l'heure en vous disant qu'un fichier était en un seul morceau. Les vrais systèmes de fichiers fonctionnent avec des blocs de 4096 octets par exemple. Donc techniquement, un fichier peut être à 36 endroits différents d'un disque. Sauf que même si les SSD deviennent courants, les disques les plus utilisés encore aujourd'hui, ce sont ceux qui ont vraiment un disque, des disques durs. Et donc, que la tête de lecture se balade à plein d'endroits pour lire un pauvre fichier, c'est pas cool. Ça ralentit considérablement le temps de réponse du disque. C'est ce qu'on appelle la fragmentation. Pour éviter ce problème, les systèmes d'exploitation ont pris l'habitude d'écrire les fichiers d'une traite au même endroit, quitte à enjamber parfois un petit fichier qui traîne sur la route. Ouf, parce que sinon le file carving ce serait sacrément plus galère. Et Photorec, qui est décidément un petit bijou, est bien entendu assez intelligent pour gérer ce genre d'enjambement. Trop fort. Bon, maintenant qu'on a les bons outils et qu'on comprend mieux ce qu'on fait, je vous propose de repasser tout ça au microscope. Bon, c'est mieux, mais c'est pas non plus la fête. On commence par le plus compliqué, le téléphone. J'ai complètement sous-estimé la difficulté de faire ce genre de choses avec un téléphone. Si jamais il y avait une carte SD dedans, ce serait vachement plus facile. Il suffirait de la brancher sur l'ordi et on pourrait l'analyser direct. Bien sûr, nous, il y en a pas. Pour pouvoir cloner la mémoire interne du téléphone sur notre ordi et l'analyser tranquille, c'est une autre galère. J'ai beaucoup cherché et voilà ce que j'ai fini par faire. Désactiver le verrouillage constructeur du bootloader, installer une recovery custom et cloner le disque via un pont de débogage par le câble USB. Oui, j'ai passé un bon week-end. Tout ça pour rien, absolument rien trouvé. Après m'être consolé, je me suis dit que en fait dans tous les cas ma méthode était pas idéale parce que dans le process j'ai été contraint de faire plusieurs redémarrages et de réinitialiser à nouveau l'appareil pour pouvoir obtenir les droits nécessaires. Clairement, j'ai pas respecté du tout la règle de ne pas toucher au disque dur. On a quand même un petit peu avancé parce que j'ai trouvé des choses dans le MacBook Air de la madame. Enfin, j'ai envie de vous dire, j'ai trouvé des gigas et des gigas de musique ainsi que des images de pochettes d'albums. J'imagine qu'elle devait utiliser cet ordi comme une sorte d'enceinte. C'est une petite victoire. Mais c'est pas encore ça. C'est bien trop impersonnel des musiques. Comme je suis un peu bloqué, je me trouve dans l'obligation de trouver de l'aide. Et dans ce cas-là, je sors le joker, ma botte secrète. El Famoso appelle à la communauté. Vous m'avez conseillé d'aller voir un certain Marco Preuss, qui a, semble-t-il, étudié de près la question. Il accepte gentiment de donner de son temps pour discuter avec moi, et je m'empresse de lui poser la question: pourquoi suis-je une merde? Non, pardon. Pourquoi est-ce que je n'obtiens absolument aucun résultat sur les Mac et les téléphones? When you have devices like MacBooks and also smartphones, the newer generations usually have encryption. So when they reset the devices, they're not
overwriting all the data, but they're just removing the decryption key. So you just have a lot of random data. Ah, intéressant, très intéressant. Donc ça voudrait dire que ce qui flingue mon expérience, c'est le chiffrement. Mais du coup, qu'est-ce qu'il a eu comme résultat lui? It was 20 devices which were completely wiped. And then 30 devices, a bit more than 16%, had full data not deleted. So just plug it in, you had full access. And all the rest, we found data through carving. And that was like everything, like from just a few bunch of regular files up to very private photos and banking information, and even like Word documents with lists of all their passwords, photographs of their passports, of their credit cards, everything theoretically a bad guy could use to do something. Méga stylé, clairement on n'y est pas. Il m'a aussi répondu pour Android d'ailleurs. Ce que j'aurais dû faire en réalité, c'est lire la doc de OnePlus et me connecter directement sur la mémoire avec des soudures. Clairement hors de mon champ de compétences actuel. Par contre, à un moment, il m'a dit un truc auquel j'étais clairement pas prêt. If you're going into that, you have to be aware of certain problems. So you have to have a backup plan. What happens if you find some critical information? Drugs is one thing. We found photos of like drug thingies, whatever. One of the biggest issues, of course, is what happens if you find child pornography. You have to be aware of, because you never know what you will find. And then you have to incorporate this also in your process, how you do stuff. So basically we did a lot of pre-preparation for that stuff. So we were 2 people. So if something pops up or any problem, you always have a second witness. Then we were using a dedicated computer not connected to the internet. We were taking first DD images and then expected the DD images, because in case you find something, the hard drive is an evidence. And if you directly accessed it, you may have changed something. Then in the end, it could be you who may have placed something. So this is a bit tricky. And if you do this properly, then it's okay, because then you have like the evidence and you can say, okay, you found this during your research. It's just something to be aware of. Bon, et ben on va faire gaffe hein. Après ces précieux conseils et avant de nous quitter, je lui posais une question qui me taraude l'esprit depuis le début de cette aventure. On s'amuse beaucoup à faire notre expérience, mais est-ce que c'est vraiment utilisé par des méchants? About that, we don't have any evidence, because in many cases it's not clear in any way what was the initial information certain groups had in the beginning in their preparation stage before going into like networks attacking their targets. So the sources and all the data pools they have are in many cases unknown. Selling leaked information, that's a proven business. That's there for many years. And the sources also there are not always clear. I don't say that the sources here are like second-hand devices. That's not the thing. But there is this potential in here. Even though you may not have a clear proof that exactly this is right now happening, it's a risk you have to think about and reduce it. Reducing that risk is not that difficult. Really cleaning a hard drive for the devices you're selling or giving away is not that complicated. Bon, on a plein de réponses, mais maintenant on veut des résultats. On change de stratégie et je vais plutôt viser des disques durs et des PC. Let's go! J'ai un somme infini. Je suis allé chercher un disque dur. Je me suis dit, je vais suivre les conseils de notre cher ami et je vais acheter des trucs plus classiques, genre disque dur, PC normal. Donc, je suis allé chercher ceci. Je priais, bien entendu, comme à chaque fois, pour tomber sur quelqu'un d'innocent finalement. Là, j'arrive, no offense, hein, mais le gars a un peu une tête de geek quand même. J'entame la discussion et la première phrase qu'il me dit, j'ai formaté le disque en exFAT pour que vous puissiez l'utiliser sur n'importe quel OS. Ça, c'est pas Madame Michu qui dit ça. Madame Michu ne dit pas ça. Vraiment, les chances qu'il n'ait pas fait un formatage correct sont infimes. Tout chez lui criait qu'il avait fait un putain de formatage. J'en peux plus, j'en ai marre. Je vais tester, mais j'y crois zéro. Bon, comme prévu, il n'y avait rien dans ce disque. J'ai donc poursuivi mes recherches jusqu'à tout à l'heure, où j'ai obtenu une nouvelle cible. Bon, je sais pas comment je vais commencer ça. La cible dont je vous parlais, c'était en réalité un SSD de 1 Tera que j'ai trouvé sur le bon coin. Je me suis dépêché de contacter le vendeur et en quelques heures c'était plié. Donc déjà c'était un disque interne, ce qui augmente les chances de trouver des trucs intéressants. Et deuxièmement, ça s'est fait tellement rapidement que même si la personne est un peu tech, elle aura probablement pas eu le temps de faire un formatage dans les règles. J'avais donc extrêmement hâte de découvrir ce qu'il y avait dedans, sauf que les choses se sont pas vraiment passées comme prévu. Mec.
J'ai trouvé. Ouais. Je suis tellement content mec, je viens de trouver à la seconde. Yes. List and copy files. Oh, C'est trop bien. mec, c'est insane, c'est le serveur de quelqu'un. Oh, le producteur, test, mais c'est quoi? Je sais pas, on va le voir. Je vais les extraire et on va regarder. Qu'est-ce que tu viens de trouver Ok, en se baladant, je vois un fichier qui s'appelle Bash History. Mes petites connaissances du système Linux me disent que c'est l'historique des commandes tapées. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait cat espace point bash underscore history et qu'est-ce qu'on tombe? Espèce de à-coup. Son historique de commande bash dans lequel je vois qu'il renaît un service Tor. Donc déjà, Attends, il y a un qui truc fait ça? Qui a un exit node Tor chez soi, Mais tu attends, vois? avant que tu continues, faut que je te dise un truc que je t'ai pas dit. C'est que j'ai interviewé un expert juste avant, dans la Ouais. vidéo. Il m'a dit un truc, il m'a dit, si tu tombes sur des trucs illégaux, Oui. c'est mieux d'être deux témoins. Ça me fait vraiment flipper, c'est parce que qui, à part Edward Snowden, qui a un exit node Tor à la maison? Des passionnés, ouais. Ça sent pas bon de ouf, quoi. T'avais prévu ça ou pas? J'avais pas prévu du tout. Moi, à la base, je voulais faire une petite vidéo tranquille, ok. Avec un petit segment où on trouve 2-3 photos de Tati Micheline à la plage. Et puis voilà, fin de la conclusion, emballer c'est pesé quoi. Et du coup, tu vas faire quoi? Ah là, faut faire du forensic, c'est trop bien. Le truc, c'est que au début, ce que j'ai trouvé dans le disque était absolument imbitable. Une arborescence de dossiers très bizarre avec des noms aléatoires. J'arrivais tellement pas à avancer que je vous ai demandé de l'aide sur Twitter aujourd'hui. Et le truc, c'est que je n'ai pas trouvé des photos perso innocentes. A priori, on est tombé sur un problème autrement compliqué. J'y ai passé toute la journée et le truc, c'est que j'ai trouvé des trucs de ouf. Et ce serait dommage de pas vous raconter. Le problème, c'est que cette vidéo est terminée. Normalement, cette partie devait durer 2 minutes. Donc, si ça vous intéresse, on va faire une vidéo où je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé.